c'est sûrement de la fatigue. Alors je fais juste une parenthèse, excusez-moi, c'est sûrement de la fatigue, parce que ça fait à peu près un mois que je fais le tour. J'étais à Madrid il y a 2 semaines pour un colloque. Samedi dernier, j'étais à Londres. Là, je suis ici. Je prépare la journée de demain. Je ne vous raconte pas le casse-tête que c'est. Et c'est vrai qu'au niveau de la concentration, c'est une horreur. Bon, donc je me recentre sur moi-même et j'y vais. Que disais-je? Donc, nous sommes dans... donc je disais que dans les années... qu'il y a eu des luttes de l'immigration dans les années 80, que le pouvoir les a combattus, et que nous avons, depuis 2005, une espèce de recomposition de l'antiracisme autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'antiracisme politique. Il s'est passé ce qui a précédé 2005. Je voudrais simplement revenir très rapidement sur ce qui a précédé 2005. Effectivement, il y a des luttes, il y a des résistances, et ces résistances sont combattues notamment par le pouvoir. Mais il y a en parallèle une indifférence de la part de nos alliés de gauche par rapport aux questions qui sont posées par l'immigration en termes de lutte contre le racisme, contre le racisme et les discriminations, mais principalement par rapport à la question des crimes policiers. Cette question ne sera jamais centrale, et c'est précisément l'abandon des questions politiques concrètes qui feront l'hégémonie et la domination de l'antiracisme moral. Il se trouve que depuis le début des années 2000, et en particulier depuis la loi, depuis en tout cas la loi de 2004, il y a la renaissance de cet antiracisme autour de questions concrètes et politiques. Donc la lutte contre la loi sur les sérologies en 2004, et nous avons été un certain nombre, dont la Sarah Gagnifique ici présente, qui luttions contre la loi, et nous disions à l'époque que la loi était raciste. Ni plus ni moins, notre discours a été politique depuis le départ. On s'est toujours clairement positionné sur le fait qu'il ne s'agissait pas spécialement de défendre une religion, même si par ailleurs il faut défendre la religion musulmane. En tout cas, il s'agissait pour nous de défendre des droits. Et que l'exclusion des femmes voilées en 2003, en 2004, c'était un fait raciste, et nous avons depuis le départ considéré la loi de 2004 comme une loi raciste et scélérate. Nous avons perdu. Il n'en reste pas moins que lorsque des militants, des musulmans, une partie de la gauche se recomposent autour de la loi contre le racisme, contre cette loi qui était islamophobe, eh bien nous avons participé de l'élaboration et du renouveau de l'antiracisme, et c'est à partir de 2005, date que je crois être un tournant de l'antiracisme, puisque qu'est-ce qui se passe en 2005? Il se passe un certain nombre de choses. En 2005, nous avons la même année, la loi du 23 février 2005 qui dit que la colonisation était positive, et qui exprime d'une certaine manière la nostalgie coloniale de la France. La deuxième chose, c'est que nous avons l'appel des indigènes de la République, et nous avons par ailleurs les émeutes de 2005. Et les émeutes de 2005 vont constituer un tournant politique majeur qui va influer sur les 10 ans que nous sommes en train de vivre. Et il se trouve que la même année, en 2005, naissent les 3 et 4 principales organisations antiracistes politiques qui existent jusqu'à aujourd'hui. Je cite la BAN, je cite la Voix des Roms, et je cite les indigènes de la République. Et je cite le CCIF qui arrive un an plus tôt, en 2004, normal. Pourquoi le CCIF arrive en 2004? Précisément au cœur du débat sur l'islamophobie. Eh bien, ces 4 associations politiques qui luttent contre des racismes spécifiques, mais qui sont tous désignés et identifiés comme étant des racismes d'État, eh bien, naissent précisément à cette période. Et c'est ça qui fait que le tournant qui va constituer l'antiracisme politique. Aujourd'hui, ces associations existent, elles sont sur le terrain, elles ont cette particularité, contrairement à l'antiracisme moral, mais 2, l'antiracisme
antiracisme traditionnel, c'est qu'elles sont composées des personnes qui sont victimes de ce racisme. Lorsqu'on regarde le MRAP, la LDH, lorsqu'on regarde la LICRA ou les autres associations antiracistes, on se rend compte que celles qui les animent, souvent en ce concernant le MRAP ou la LDH pour de bonnes raisons, c'est-à-dire ce sont des militants antiracistes qu'on considère comme sincères, eh bien ils sont tous, la plupart, blancs. Ce qui caractérise les nouvelles associations qui luttent contre le racisme, c'est qu'elles sont noires, c'est qu'elles sont robes, c'est qu'elles sont musulmanes, c'est qu'elles sont maghrébines. Et donc elles sont composées par les victimes réelles du racisme. Et c'est elles-mêmes qui décident de l'agenda et des priorités de leur lutte. Et ça, c'est la nouveauté, c'est ce qui caractérise la période que nous sommes en train de vivre. Il n'en reste pas moins que, parce que cette question est sérieuse, parce que ces associations et ces mouvements posent la question de manière politique, eh bien, nous sommes toutes et tous ciblés, soit par les élites, soit par le pouvoir, soit par des mouvements politiques. Marouane Mohamed, ici présent, le CCIF est au cœur d'une offensive médiatico-politique incroyable. Le cas du CCIF a été précédé par un cas parfaitement emblématique, qui est le cas de Tariq Ramadan. On en parle moins aujourd'hui, mais Tariq Ramadan, pendant les années 2000, je n'ai jamais vu une telle chasse à l'homme médiatique que celle qui a touché Tariq Ramadan. Moi, je ne peux pas oublier la manière dont il a été traité, tant par le pouvoir que par une grande partie de la gauche. Il ne s'agit pas simplement aujourd'hui d'incriminer la droite, l'extrême droite, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'en réalité, le gros de l'offensive est venu d'une grande partie de la gauche, pour ne pas dire de la gauche radicale. Donc, Tariq Ramadan, intellectuel, philosophe, musulman, qui avait un discours social et politique pour la France, à l'endroit des musulmans, mais à l'endroit de l'ensemble des Français, a été traité comme un vulgaire délinquant. Et ça s'est fait pendant 10 ans, avec très peu de soutien. Je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai vécu ça, on a vécu ça de très près au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est CCIF. Aujourd'hui, c'est la BAN. Souvenez-vous cet été, le cas du camp décolonial. 2 femmes issues d'immigration postcoloniale décident d'organiser un camp décolonial, qui est un moment de non-mixité parfaitement connu, un principe qui est parfaitement connu de la gauche française, de la gauche radicale, puisque la non-mixité a existé dans les milieux féministes, elle a été politisée dans les milieux féministes, elle a été justifiée par les milieux féministes. Et bien là, nous avons 2 femmes issues d'immigration postcoloniale qui décident d'organiser un camp et rassembler les victimes du racisme. Elles n'ont jamais dit que le camp en question était interdit aux Blancs, mais elles ont dit qu'il est réservé aux personnes qui subissent le racisme, ce qui signifie que c'est à chacun de se déterminer, de savoir si vous ou non il subit le racisme. Si telle personne se pointe et dit « je subis le racisme », la personne aurait été acceptée dans le camp. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans des logiques d'exclusion type Front National, type extrême droite, mais qu'il s'agit d'identifier une oppression spécifique et d'en parler avec les personnes qui sont concernées. Bref, un camp décolonial qui a réuni moins de 200 personnes en France a été dénoncé au plus haut de l'État. Au plus haut de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, des camps, il y en a plein, tout le temps. L'UMP, c'est un camp. C'est un camp où il n'y a que des blancs. Le Front National, c'en est un. C'est-à-dire qu'en fait, des camps de ce genre-là, il y en a tout le temps. Mais lorsque des victimes du racisme décident de se prendre en main, décident de s'organiser, comme nous le faisons tous à notre niveau, eh bien, nous devenons la cible du pouvoir. J'ai donc cité Tariq Ramadan, j'ai cité Marouane Mohamed, les dernières attaques m'ont époustouflé, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait, c'était pareil, le pouvoir a ciblé le CCIF, et en particulier Marouane Mohamed, à des heures de grande écoute, à la télé, sur la base de mensonges, eh bien, on a désigné un militant antiraciste qui n'a strictement rien à se reprocher, si ce n'est qu'il
défend les musulmans, si ce n'est qu'il défend la cohésion sociale, en quelque sorte, la paix sociale, puisque lutter contre l'islamophobie, c'est en réalité défendre la paix sociale. Eh bien, aujourd'hui, une personne comme Marwan Mohammed est ciblée par le pouvoir. J'ai cité le camp décolonial, j'ai cité, par exemple, la BAN, qui est une organisation qui lutte contre la négrophobie. La BAN, par exemple, toutes les années, est persona non grata dans les commémorations contre l'esclavage. Il y a des commémorations officielles qui ont lieu à Paris. Il y a des cordons de sécurité à Paris pour empêcher que la BAN ne participe à ces manifestations. Là encore, on parle d'antiracistes politiques. Quant à nous, pire, on nous a retiré notre compte en banque, sans raison. On est persécuté sur Facebook, on a des comptes Facebook qui sont systématiquement interrompus ou suspendus. Le compte officiel du SBIR a été définitivement suspendu. Et je ne parle pas des attaques publiques en antisémitisme, en homophobie, en racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous présente dans l'écran média, on a l'impression, si quelqu'un ne nous connaît pas, on a l'impression qu'on est une association de malfaiteurs. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Si quelqu'un ne nous connaît pas, on dit mais ceux-là, c'est des affreux qu'il faut absolument combattre, comme on combat les nazis. Voilà. Donc la complexité de l'affaire. Et c'est là où j'avais perdu tout à l'heure le fil de mes idées. Je disais que les mouvements d'immigration, qui pour moi contiennent toujours des alternatives politiques, ils sont toujours une partie de la solution, toujours. Eh bien, ces mouvements sont systématiquement combattus, comme je viens de le dire. Le problème, et je le répète, c'est qu'on a besoin, en France, tout le monde, nous avons tous besoin, pas simplement nous, issus de l'immigration postcoloniale, mais l'ensemble de la société, nous avons besoin d'une alternative globale pour tout le monde. Et lorsque je dis que les mouvements d'immigration, je les appelle mouvements d'immigration des quartiers parce que je n'ai pas d'autre nom. Je pourrais dire mouvement des indigènes, mais tout le monde ne se retrouve pas dans cette terminologie, donc on se comprend. Parce que nous sommes toujours porteurs d'une partie de la solution, il s'agit de faire l'effort, pour tout un chacun, de préserver nos luttes. De les préserver, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous luttons dans un environnement extrêmement difficile. Je rappelle que la casse des mouvements de l'immigration pendant les années 80 et 90 n'est pas sans conséquence. C'est quoi la conséquence des casses des mouvements? C'est que quand on casse des mouvements, il n'y a pas d'héritage possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission des luttes. Ça veut dire que les nouvelles générations n'ont pas d'héritage politique et donc qu'elles deviennent apolitiques. Qu'est-ce que ça signifie? Toute une génération qui devient apolitique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ben, ça signifie qu'elle est à la merci de n'importe quel démagogue. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que lorsque nous sommes ici, on est sur la place, on politise la question du racisme, on politise la question du ghetto, on politise la question de l'islamophobie, on politise la question de la Palestine, on politise la question du sionisme, on politise la question de l'impérialisme. Lorsqu'on fait cet effort de politisation pour évidemment transmettre un héritage politique et pour renforcer les luttes, et qu'on est combattu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on fait le jeu, ni plus ni moins, des démagogues. Mais qui sont les démagogues aujourd'hui? Eh bien, depuis à peu près une dizaine d'années, on a un mec qui s'appelle Soral. On a un mec qui s'appelle Soral, qui fait une offre politique à l'endroit des populations issues d'immigration postcoloniale. N'est-ce pas? On a le champ politique traditionnel du PS, de la droite et de l'extrême droite, qui eux aussi font une offre. Je signale au passage que l'extrême droite, par exemple, essaye de draguer les quartiers. Ils sont dans un opportunisme politique total, mais n'empêche qu'ils le font. Ils y vont. Il y a une autre offre politique qui s'appelle Daesh, ou appelez-la comme vous voulez, mais c'en est une autre. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'une offre politique, telle que la nôtre, telle que celle de l'antiracisme politique, qui pour moi est la seule alternative aujourd'hui qui tient la route politiquement,
et que nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans un environnement extrêmement difficile, que nous-mêmes, nous avons, tous les démagogues,